Voilà, donc je disais que je vous ai déjà dit bonjour, mais vu que c'est noté, ce que je le répète. Je vous remercie d'être venu à cette présentation de mon ouvrage Poétique de la répétition de Patrick Modiano. Je remercie l'Harmattan, qui n'est plus là, monsieur, mais bon, pour l'organisation. En lien avec le sujet de mon livre, j'évoquerai le rapport de l'écrivain avec la critique littéraire, qui a souvent mentionné que les livres de Modiano se ressemblaient, voire se répétaient. Patrick Modiano est un des rares écrivains contemporains qui ont une écriture et un univers reconnaissables. Ce monde qu'il décrit depuis 50 ans est une des raisons pour laquelle les lecteurs et les critiques affirment qu'il y a une permanence dans son œuvre. C'est d'autant plus vrai dans la première partie de son œuvre que j'ai nommé dans mon livre le premier Modiano, qui va de 1968 à 1996. Lorsque je commençais cette étude au cours des années 1995-1996, Patrick Modiano n'avait pas encore acquis le statut de grand écrivain qu'il obtiendra quelques années plus tard. À ses débuts, il fut considéré dans la presse comme un espoir plein de talent et reconnu par ses pairs. Il a eu pendant une dizaine d'années de nombreux prix littéraires. À partir de Villa Triste, en 1975, on commence à reconnaître dans son écriture non seulement un style, mais un style identifiable. On parle désormais d'un ton, d'un style Modiano. Une expression qui revient dans les critiques est la petite musique que son écriture susciterait. C'est une expression que l'on attribuait également à Françoise Sagan une quinzaine d'années plus tôt. L'expression petite musique est à la fois laudative, c'est une marque stylistique, mais aussi dépréciative, c'est une limite. En somme, ce n'est pas de la grande musique. À partir des années 1980, les critiques sont globalement favorables. Cependant, en faisant l'éloge du talent du jeune écrivain, des critiques négatives apparaissent. Le compte-rendu d'Antoine de Gonnemar de 1983 dans Libération mentionnait que Modiano avait des partisans, mais aussi des détracteurs. Comme la technique de Modiano consistait à aller à l'essentiel, les admirateurs appelaient cela le dépouillement. En revanche, ceux qui commençaient à être fatigués de la musique Modiano criaient à l'indigence. Quelques lignes plus loin, de Gonnemar considérait que Modiano pratiquait le genre série noire. Il écrivait la répétition d'un roman à l'autre, des mêmes thèmes, des mêmes obsessions, des mêmes nostalgies est semblable finalement à celle des héros favoris de Simenon ou de Chandler. Même si aujourd'hui le roman policier a certaines lettres de noblesse, il était encore à l'époque un sous-genre de la littérature. Il y avait des bons livres policiers, mais cela ne restait qu'un polar conçu pour divertir l'ouvrier dans les années 1960 ou le cadre dans les années 1980. Les motifs qui caractérisent les personnages propres au genre du roman policier deviennent des types. Le flic, le malfrat, le doulos, c'est-à-dire l'indicateur, qui se retrouvent de livre en livre, quel que soit l'auteur. Dans les romans de Modiano, ils sont aussi présents, mais la différence est que ces personnages types ont une particularité propre. En effet, les personnages sont seulement dessinés, ce qui produit du flou. Ils sont typés, certes,
sans aucun doute, mais se transcende en un type modianesque. C'est en ce sens que se situe la différence avec le polar standardisé. Le contenu des romans de Modiano est également au centre des critiques, même si l'on affirme que l'absence de contenu substantiel n'entache en rien l'intérêt que le lecteur porte à l'œuvre de l'écrivain. On s'émerveille, mais comment l'auteur parvient-il à faire quelque chose avec du rien, ce que tout le monde considère comme un miracle? Pour résumer les critiques des années 80, le contenu des romans de Modiano est d'une grande pauvreté. Cependant, par son talent de magicien, l'auteur parvient à intéresser le lecteur pour des queues de cerises, pour des mystères vides de contenu. Modiano surfe sur du vent. Telle serait sa grande qualité, mais encore une fois, sa limite. À la même période, la notion d'auto-pastiche se retrouve dans certains articles. Quand le lecteur a le sentiment que l'auteur ne fait plus que répéter ses œuvres précédentes, il a l'impression de lire un auto-pastiche. Selon certains critiques, ce serait à partir de Rue des boutiques obscures, son 6e roman, que les lecteurs auraient déjà eu le sentiment que l'écrivain commençait à se répéter. Les années suivantes, même si le mot n'est pas forcément utilisé, cette idée fera son chemin jusqu'au milieu des années 90. Pendant cette période, la critique littéraire journalistique, sur le constat que l'écrivain se répète, appréciera ce fait, ou au contraire ne supportera plus ces mêmes figures qui reviennent à travers les romans tous les 2 ans en moyenne. Ce qui est remarquable, c'est que cette hésitation, l'effet yo-yo, peut se produire au sein du même critique. En l'occurrence, Michel Gazier de Télérama. En 1988, la journaliste commence ainsi son article sur Vestiaire de l'enfance. On a beau savoir qu'il ne se passera rien dans le dernier et toujours mince roman de Patrick Modiano, se dire que les phrases auront encore cette simplicité biblique que les professeurs de lettres conseillent à leurs lycéens. On ne résiste pas au bonheur de se retrouver ailleurs, en un lieu et un temps merveilleux qui sont ceux de la fiction. Avec la parution de Dora Bruder en 1997, Modiano prend alors une autre ampleur auprès de la critique journalistique. Il n'est plus le jeune talentueux romancier, à présent il va sur ses 52 ans, il ne tourne plus en rond, il atteint une dimension presque métaphysique. Michel Gazier, pour rester avec cette critique, reconnaît un renouveau dans son œuvre. Modiano y garde cette écriture impalpable, légère, fluide, qui est sa marque, mais il y rompt avec la monotonie de ses derniers romans. Fini l'impression de redit, de variation sur un thème qui l'épuise. Certes, il s'intéresse toujours à la même période, au même drame, mais il franchit le pas. Au lieu de rester joliment à la surface des lieux et des êtres, il creuse profond, jusqu'à la souffrance. Il cherche l'absent et se trouve lui-même. Il est notable de constater que la critique en 1997 fut unanime quant à ce livre. Probablement parce que Dora Bruder n'était pas un roman, mais un récit biographique. Celui d'une jeune fille fugueuse pendant l'occupation et autobiographique, l'écrivain sur les traces de la jeune fille évoquant sa propre jeunesse. En quoi un récit biographique
et autobiographique aurait-il plus de valeur qu'un roman, en vertu que la réalité possède une aura supérieure à la fiction, que ce soit du côté du public que du côté de la critique. S'atteler à raconter la vie de Dora Bruder afin de la sortir de l'oubli a fait accéder l'écrivain à l'universel, en évoquant la mémoire de la Shoah. Alors qu'auparavant, il racontait des histoires fictives tirées de sa vie personnelle ou familiale, l'écrivain, avec Dora Bruder, prend sa part dans le travail du devoir de mémoire, terme popularisé dans les années 90. Avec Dora Bruder, Modiano fait acte de sérieux en se coltinant avec l'histoire et en revenant sur la déportation des Juifs durant la guerre. Pour Pierre Le Pape, dans Le Monde des livres, l'intérêt de Modiano pour l'occupation, depuis les débuts, était pour des raisons éthiques. À cause du trou noir creusé par ce morceau d'histoire que tout ensuite devient mystérieux, incomplet, irréel, inexplicable, absurde, insaisissable, fictif. Comme si une pièce de la machine avait disparu et que le monde continuait à tourner de travers, en s'efforçant de l'oublier. Le 1er juin 2015, la jeune fille sortie de l'oubli par Modiano devient une personnalité célèbre. En effet, la ville de Paris a inauguré la promenade Dora Bruder dans le 18e arrondissement, tout proche de la chambre d'hôtel qu'occupaient Dora et ses parents. À la fin de 2004, c'est un nouveau coup de tonnerre pour les admirateurs de l'écrivain. Pour la première fois, Modiano écrit une autobiographie qui est, comme l'a formulé Philippe le Jeune, un pacte que l'écrivain passe avec son lecteur. Il s'engage à dire toute la vérité et rien que la vérité. Ainsi, on quitte le rivage de l'autofiction, où se mêlent réalité et fiction. Jérôme Garcin, dans le Nouvel Observateur, remarque que si les lecteurs pensaient avec ce livre-là pouvoir posséder les tenants et les aboutissants de l'œuvre, ils en seront pour leurs frais. C'est d'une certaine manière le miracle de la littérature. Si un pédigré contient page après page toutes les clés de l'œuvre romanesque de Modiano, elle ne saurait ouvrir la porte vert de gris de son imaginaire. La biographie du sexagénaire est enfin dévoilée. Mais le mystère de l'écrivain demeure. On le savait déjà, la vérité, c'est le style. Finalement, les éléments fragmentaires des faits, des dates, des noms, montrent que la matière de la vie n'est rien pour composer une œuvre littéraire. Elle n'est qu'un support à l'imagination. Vivre des expériences riches ou peu riches ne fait rien à l'affaire. Ce qui importe, c'est de passer l'ensemble des événements de sa vie à travers le tamis de sa subjectivité. À l'occasion d'un pédigré, le journaliste québécois Louis Bernard Robitaille, dans son article « Le mystère Modiano », procède à un bon résumé, en 2005, de la situation de l'écrivain dans le champ littéraire français. Depuis 3 ou 4 décennies, Patrick Modiano a un fan club fidèle, pour ne pas dire des sectateurs, qui n'en finissent pas de s'extasier sur l'atmosphère indéfinissable, vénéneuse et ambiguë qui se dégage de ses livres. C'est un écrivain grand public et à grand tirage, mais que l'intelligentsia parisienne ne parvient pas à traiter de haut, car il y a indéniablement un style Modiano. Et à travers ce style allusif,
tout en faufilant et en clair obscur, dans ces récits peuplés d'agents doubles, d'escrocs et de fantômes, un irréfutable fond de vérité. Cette remarque est importante pour comprendre ce qui fait la spécificité de Modiano. En règle générale, un écrivain peut difficilement jouer sur tous les tableaux. Dans le cas où un écrivain a un grand succès commercial, la critique littéraire relativisera l'importance de l'auteur, voire n'en parlera pas, comme c'est le cas d'un auteur très commercial, Marc Lévy. En revanche, si l'écrivain pratique une écriture dite littéraire, c'est-à-dire qui cherche à avoir un certain effet sur le lecteur, à susciter une atmosphère, et si ses ouvrages sont appréciés par des happy few, alors la critique le soutiendra. Dans le cas de Modiano, il a à la fois un soutien critique littéraire et un public fidèle, de plus en plus nombreux au fil du temps. Dans les années 1980, ses ventes ne dépassaient guère les 50 000 exemplaires, ce qui est déjà plus que correct. Hormis le Goncourt qui lui fit dépasser la barre des 300 000 exemplaires en 1978. Ce n'est qu'après un pédigré avec, dans le café de la jeunesse perdue, en 2007, que l'écrivain devient un vendeur important en atteignant 150 000. On peut considérer que dans le parcours de Modiano, il y a eu deux moments déterminants du point de vue de la renommée, qui le feront accéder au statut de grand écrivain, avant bien sûr l'obtention du prix Nobel en 2014. C'est d'abord et surtout Dora Bruder, dont la résonance s'amplifiera au fil des années, et un pédigré pour avoir confirmé que son œuvre entière reposait sur sa préhistoire familiale et sur son autobiographie, prouvant ainsi que son œuvre est issue d'une nécessité intérieure. Dans mon ouvrage poétique de la répétition chez Patrick Modiano, j'ai analysé les principales répétitions que j'ai repérées dans l'œuvre de l'écrivain. Je me suis intéressé sur le sens qu'avaient ces répétitions dans ses écrits et dans sa biographie. La répétition s'est révélée un principe fondateur sur lequel Modiano a construit un univers singulier.